C'est-à-dire que quand la crise de 2008 est arrivée, on n'était pas encore dans le marché de l'investisseur pur et dur. J'irais même corriger ça par... il y a un énorme engouement, non pas pour l'horlogerie, mais pour la plus-value. Comment le marché de l'investissement dans les montres a-t-il pu évoluer en plus de 20 ans ? Qui de mieux qu'un expert que vous avez déjà vu sur la chaîne dans la précédente vidéo, l'histoire de la contrefaçon de montres, forcément. Merci Fabrice d'être là une nouvelle fois. Ma toute première question est comment le marché de l'investissement dans les montres a-t-il évolué depuis 20 ans ? Je serais incapable de te donner une réponse synthétisée à cette question, parce que on a des contextes totalement différents, véritablement. C'est-à-dire que si tu prends, allez, je vais remonter jusqu'à les années 80. Ok. D'accord ? En fait, dans les années 80, les gens étaient plus dans une dynamique de faire une affaire que d'investir. Ok. Alors, on me dirait, ça peut ressembler à peu près à la même chose. Exactement. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui voulait s'acheter une Longines, une Breguet, une Rolex ou ce genre de choses, et qui ne voulait pas aller en boutique parce que les prix étaient trop élevés. Bon, ben, ce qu'ils aimaient bien faire à cette époque-là, c'était aller dans une salle de vente aux enchères. On va à la Drouot, ou on va aller au Mont-de-Piété, ou ce genre d'endroit où on pouvait éventuellement trouver une pièce à un prix intéressant ou inférieur. Ok. Voilà, ça c'était entre guillemets l'époque où l'intention était de faire des bonnes affaires. J'ai envie de dire que la genèse de ce qu'on connaît aujourd'hui, je me tromperais pas si je l'attribue à des personnes comme par exemple Osvaldo Patrizzi. Oui. Osvaldo Patrizzi, début 80, a monté sa propre maison de vente aux enchères. Antiquorum. Non, c'était pas Antiquorum. Ça s'appelait pas encore Antiquorum. C'était Patrizzi associé ou quelque chose comme ça. Mais bon, peu importe. Ce qui est important de voir, c'est que les premiers catalogues avec des collections de montres Rolex qui aujourd'hui feraient baver les plus grands collectionneurs de cette planète ont vu le jour. On avait vraiment des catalogues avec Daytona Paul Newman, Daytona 4 chiffres, quelques Patek Philippe. Des trucs assez fous. Ouais, vraiment des belles pièces. Et en fait, son idée, à cette époque-là, était de créer une salle de vente de montres de luxe. Okay. Pour lui, c'était la montre de luxe de haute voltige. Donc, il était vraiment sur si vous avez la chance de tomber sur des vieux catalogues de Patrizzi Auctions et compagnie SRL ou quelque chose comme ça, vous verrez que la majorité des montres sont des montres en or. Ok. Daytona or, Patek or, voilà. Il avait vraiment ciblé son public par rapport à ce genre de produit. Et c'était un marché exclusivement italien. C'est vrai que ça vient de l'Italie. Ah bah oui, le marché de l'investissement horloger est vraiment né en Italie. Ça, on peut pas leur enlever. Cela, c'est indéniable. Arrivé dans les années 90, effectivement, on va avoir Antiquorum. Là, on va avoir vraiment un intérêt de la part de collectionneurs sur ce type de produit. Okay. Et là, c'est vraiment la naissance de l'investissement horloger. Et la raison pour laquelle j'appelle ça la naissance de l'investissement horloger, c'est que les gens avaient un ordre de comparaison. C'est-à-dire qu'ils avaient des résultats de vente qui étaient publiés, on va dire, sur 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, et la comparaison elle montrait qu'on avait quelque chose d'exponentiel. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un marché comme ça. Oui. On avait un marché stable. Et qui montait progressivement. Il montait pas comme ça. Mais il montait tranquillement. C'est-à-dire que si à l'époque, vous étiez quelqu'un qui se disait « je vais investir dans une montre et dans 10 ans, d'après l'évaluation que je viens de faire, je pourrais à peu près en tirer tant de pourcents », c'était intéressant. Forcément. Si vous étiez une personne qui avait envie d'avoir une belle montre, et entre guillemets, de la porter gratuitement, on va dire, il n'y avait aucun risque. C'est-à-dire que vous achetiez à cette époque-là une montre que vous alliez payer 40 000 francs, pour l'époque, on était en francs. Oui. Vous pouviez dire, dans 5 ans, je vais la vendre 50 000, et au pire, je récupérerai ma mise. On appelait ça des montres gratuites à l'époque, un peu comme une location mais gratuite. Donc voilà, c'est vraiment la naissance de l'investissement. Après,
C'est devenu le business des maisons de vente. Et là, avec leur savoir-faire et vraiment leur compétences de vendeurs, compétences archi-médiatisées, Forcément. on est arrivé à quelque chose qui faisait comme ça et qui, pour certaines pièces, Faisait comme ça. très vite fait ça, quoi. Ah oui, mais parce que il suffit d'avoir un bon commissaire-priseur qui fait monter les enchères Oui, on a des commissaires-priseurs qui sont très très compétents. sur ça. Donc ça, c'est dans les années 80-90. Ça commence. Ça commence tout Le marché, doucement. moi je serais tenté de dire qu'à partir de 95, Là, ça a vraiment ça commencé. commence à se lire. Ok, Ça commence à se lire. d'accord. Et ça se lit vraiment à partir de 10 ans plus tard, à partir de 2005. D'accord. Ok. Là, on commence à avoir beaucoup de catalogues à disposition, de vente et de vraiment des comparaisons qui permettent de se dire, ok, à horizon de 10 ans, je me plante pas avec ce modèle-là. Ok. D'accord. D'ailleurs, c'est le best-seller de l'époque, c'est Rolex Daytona Paul Newman. La fameuse. Là, c'est acté parce que c'est celle qui prenait le plus de valeur. Ça m'étonne. Bah, même toujours, enfin, même encore aujourd'hui. Hein. Ah, même encore aujourd'hui. Ouais. Toi, depuis que tu as commencé, donc il y a à peu près 20 ans, comment était le marché? Enfin, mais quand tu es arrivé en tant qu'expert? Quand je suis arrivé en tant qu'expert, enfin, j'étais déjà là en fait en tant que collectionneur. Et ça, c'est un facteur très très important parce que pour arriver dans l'expertise, à mon sens, un des prérequis, c'est d'être vraiment passionné. C'est-à-dire Avant tout. de plonger dans le produit, d'aimer ça, de pouvoir l'apprécier. Quand j'ai commencé, je faisais partie d'une communauté de passionnés. On était tous à chercher telle ou telle pièce, il fallait courir après, et là je suis pas en train de parler de courir après une Rolex Daytona ou quoi ou qu'est-ce, on s'intéressait vraiment à tout. Moi j'étais passionné de montres militaires par exemple, tout ce qui était Breguet, Auricoste, Vixa, et toutes les chronographes type, j'étais à fond là-dedans. J'étais vraiment à fond là-dedans. Oui, il fallait avoir une Rolex, Sub, bon bah voilà, c'est comme ça. Mais c'était pas ma collection n'était pas constituée de Rolex et de Patek, encore moins de Patek à l'époque. Donc voilà, on a une communauté de passionnés qui recherchent des modèles pour leur histoire, pour tout ce qui va autour de la montre. Ça pourrait être une Submariner James Bond parce que c'était James Bond dans Dr No qui l'apportait, mais ça pouvait être aussi tel ou tel plongeur, le fils de Cousteau qui portait ce modèle d'Omega. Il fallait ce modèle d'Omega. Le ministère de la guerre en 1954 a commandé des types 20 à beaucoup de marques, c'est-à-dire qu'il a fait une offre de marché, tout le monde s'est jeté dessus, les plus grandes marques, et là on avait des pièces très intéressantes, c'est historique, et puis si en plus on a la chance de trouver cette montre chez l'ancien horloger de la marine à Toulon ou à Brest, alors là c'est le Graal parce qu'il y a encore le scellé dessus, les papiers de l'officier qui portait la montre, etc. Donc c'était ça à l'époque. À l'époque, on était dans ce domaine. Et ça, c'était il y a 25 ans, hein, entre 25 et 30 ans. Ouais. Mais est-ce que tu as vu vraiment un élément déclencheur où tu as vu ce passage entre les passionnés et les investisseurs / spéculateurs arriver? À quel moment? Je dirais post 2010. Post 2010. Okay. Ouais. Donc c'est quand même relativement récent. Ouais, là, ça commence à... C'est-à-dire qu'avant 2010, dans les hausses de prix, il y avait certains modèles qui était très communicatif. Par exemple, je donnais l'exemple de tout à l'heure, et on va reprendre le même, la Rolex Paul Newman. La Rolex Paul Newman, tous les 5 ans, depuis 2003-2004, tous les 5 ans, j'entendais la même chose. Okay. Non mais, tu as vu le prix auquel elle est arrivée, mais c'est fini, ça montera jamais plus haut. Enfin là, c'est du grand n'importe quoi. Elle est à 35 000 euros maintenant, mais c'est n'importe quoi. 5 ans plus tard, ils sont complètement maboules. J'en ai vu une partir à 58 000 euros, et 5 ans plus tard, elle est partie à 85 et ainsi de suite. Ouais, bon, enfin, on est quand même dans les 300 là maintenant. Ah ouais. Ouais. Ça a fait x10. Ah mais ça a jamais baissé. Pas loin. Et elle a ce modèle-là est toujours parti dans les étoiles. Toujours. Ouais. Mais en même temps, c'est génial parce que, c'est génial. Ça drague le reste. Oui, ça fait augmenter tous les autres modèles. Ça drague le reste. Parce que la personne qui pourra pas l'avoir parce que le prix est trop élevé, parce qu'il faut pas se leurrer non plus, hein. Quand je parle de 56 000 ou 55 000 euros en 2004, c'était une somme, hein. Aujourd'hui, on va regarder ça d'un point de vue purement comparatif, avec quelque chose qu'on peut pas comparer. On peut pas dire il y a 20 ans, j'aurais dû en acheter une.
on atteint vraiment des sommets et beaucoup de pièces ont suivi comme ça. Maintenant, l'élément déclencheur, ça c'est un élément déclencheur. Oui. Un autre élément déclencheur, et dont on parlait à juste titre tout à l'heure, ce sont les maisons de vente aux enchères. Ça c'est un grand élément déclencheur. Parce que le but du jeu, c'est d'aller prospecter pour trouver les acheteurs suffisamment excités et intéressés pour se mettre en compétition et que la montre atteigne des prix. Et c'est pour ça que des fois, vous allez voir une montre qui est estimée à 40 000 euros Et qui va partir à 300 000. Pourquoi elle est partie à 300 000 ? Elle va pas placer le marché à partir de là à 300 000 le modèle. Il va redescendre sur le marché général, mais il se trouve que à ce moment-là, 2 ou 3 acheteurs vraiment intéressés par la montre étaient là pour l'avoir, et les raisons pour lesquelles ils voulaient cette montre ne sont pas simplement les raisons de la description. Ils ont d'autres informations, ou c'est une date de naissance, ou c'est ce modèle dont ils rêvent depuis qu'ils ont 14 ans, et aujourd'hui ils ont réussi dans la vie. Et il y a des gens, quand ils veulent quelque chose, ils veulent quelque chose, et c'est pas une histoire de prix pour certains. Donc, c'est un élément déclencheur très très important. Et est-ce que, par exemple, mais tu étais expert pendant la crise de 2008. Est-ce que tu as vu, par exemple, un ralentissement du marché à cette période ou justement une augmentation de la demande ? Non. Justement, c'est intéressant comme question parce que je l'ai bien étudié. C'est-à-dire que quand la crise de 2008 est arrivée, on n'était pas encore dans le marché de l'investisseur pur et dur. Oui. C'est-à-dire celui qui va acheter de l'art, qui va acheter des automobiles, qui va acheter des fusils de chasse, ça marche plus parce que maintenant il faut des permis, etc. Donc c'est un marché qui s'est écroulé. Heureusement, dans la montre, on ne sera pas embêté avec ça, mais ce genre de choses. Mais le véritable investisseur, quand même, je voulais voir un petit peu à ce moment-là ce qu'il allait se passer. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est la même chose que ce qui se passe habituellement quand il y a une baisse. En fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de baisse. C'est-à-dire que le marché va stagner. C'est-à-dire que pendant une période de temps, il va y avoir des ventes aux enchères, des montres qui seront proposées, et pareil pour les marchands, ils auront des pièces, tout ce qui est pièces d'exception, très belles pièces, et tout ce qui habituellement continue à monter sur le marché. Ce qui va se passer, c'est que pendant ce temps-là, ils vont le coffrer. Parce qu'il y aura moins de demandes, parce que plus de personnes seront frileuses et ne voudront pas forcément acheter ces produits-là. Il suffit de faire le dos rond pendant un certain nombre de mois, puis refaire une bonne vente qui va déclencher de nouveau un beau départ. Ça fonctionne dans l'économie de tous les produits. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'en plus, au moment où on tourne, on est dans une phase de récession. Enfin, on est dans une période où il y a un peu moins de demandes, notamment sur les pièces modernes. Mais j'ai cru comprendre que le vintage aussi avait pris aussi un petit coup. Tu veux dire maintenant ou... Oui, à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure actuelle, on tourne le podcast. Non, ce qui a pris un gros coup, c'est la montre contemporaine et les montres modernes, tout ce qu'on pourrait éventuellement avoir en boutique. En boutique. Au niveau du vintage, non, ce qui se passe au niveau du vintage, c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire que là, oui, il y a une récession, mais il n'y a pas de baisse au niveau des produits. Donc ouais, effectivement, on est dans une période de récession. Les médias s'en donnent à cœur joie de dire que le marché s'est écroulé, et que c'était une espèce de mirage ou ce genre de... ça c'est le boulot des médias. Faire croire que, ou de faire peur, ou ce genre de choses. Les médias, je n'y crois pas. Personnellement, c'est pas quelque chose que je vais suivre. Ce que je vais suivre, c'est mon expérience. Donc, en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que une certaine population s'est retirée du marché. Oui. Une population qui s'était insérée sur ce marché. Parce que là, on vient de faire un bond en avant là dans le temps, puisque tu me parles de maintenant. On a un marché qui est complètement différent de celui qu'on avait il y a 20 ans. Quand je te disais tout à l'heure qu'on était un cercle de passionnés, quand je dis cercle, il est très large, ça va sur toute la planète, mais principalement l'Europe et principalement l'Italie. Et donc, comme pour tout marché grandissant, une grande partie de cette population a disparu. C'est-à-dire que les passionnés collectionneurs qui aimaient chiner, qui avaient un certain statut quand même, on ne parle pas de montres à 200 €, mais ont dû lâcher prise à un moment donné, qu'on les a perdus. Ouais, parce que si les montres ont dépassé la barre des 100 000 pour du Paul Newman, non, je vais pas vendre toute ma collection pour m'acheter une Paul Newman ou ce genre de réflexion. Donc en fait, aujourd'hui, la population a complètement changé.
Parce que se sont greffés au marché ce qu'on appelle vraiment les investisseurs purs et durs. Comme je disais tout à l'heure, automobile, tableau, art contemporain, montre. À partir du moment où on peut placer quelque chose là et le doubler assez facilement, et c'est ce qu'ils avaient un peu tendance à lire dans les journaux, parce que les journaux ont tendance à faire des généralités. Et c'est ça le gros problème. C'est pour ça que des personnes vont se lancer dans l'investissement. Certaines vont gagner, certaines vont perdre, et même certaines vont mettre leurs billes à droite, à gauche, vont énormément gagner ici, et c'est ce qui va être montré, mais on peut gagner sur une montre, vous pouvez faire une plus-value de 40 000 sur une montre, et en avoir 5 autres dans votre collection qui vous ont plombé de la même chose. Donc c'est pas, je veux dire, il faut être très observateur, mais surtout, il faut être terre à terre, il faut observer, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'empirique, il faut regarder, étudier, et les meilleurs investisseurs, d'ailleurs, sont vraiment ceux qui regardent, qui étudient, qui prennent assez de recul pour se lancer dans un marché comme ça. Donc aujourd'hui, non, le marché s'est pas écroulé. Si on prend la montre vintage, par exemple, la montre vintage, les belles pièces valent toujours autant d'argent et leur valeur est en train de monter. Ce qui donne l'impression que ça baisse, ce sont... Le moderne. Non. Les pièces qui ne sont pas belles. Oui. Qu'est-ce qui se passe en fait sur un marché comme ça ? Je vais vous donner un exemple sur une référence. On va prendre une Rolex GMT Master 1675, cadran mat, MK2. On va prendre ce modèle-là. Ce modèle-là, à une époque, montait de façon très stable, pas comme ça, mais toujours de façon très stable comme ça, parce que c'est une montre de plus en plus rare. C'est une montre, on va dire, entre 68 et 78 pour les modèles qui valent quelque chose. Donc ces modèles sont en train de monter, et d'un coup, on voit dans des ventes ou sur des plateformes comme Chrono24 ou ce genre de choses que les prix sont ça monte, sont vraiment en train de monter. Donc là, il va y avoir un gros intérêt. Mais ce sont des montres rares, surtout les montres en bon état et 100% intègres. Oui. La bonne lunette, d'origine. Ah oui, la bonne lunette, le bon insert, le bon cadran, les bonnes aiguilles, le bon bracelet et tout ce qui va avec. Donc, on est à une période où les gens recherchent cette montre-là. Quand ça monte, l'intérêt grandit, et tout le monde ne connaît pas bien le marché. Donc là, il va y avoir plein de marchands qui vont sortir des 1675 MK2, MK3, MK4, MK1, comme ça, dans tous les sens, mais la qualité ne suit pas. C'est-à-dire que là, ils vont commencer à fouiller, il y a une demande. Donc il faut les trouver, il faut les sourcer. Oui. Donc ils vont sourcer des montres qui ne sont pas de super qualité. Mais ces montres de pas super qualité qui ne se vendaient pas avant parce que personne n'en voulait, maintenant elles vont se vendre. Elles vont se vendre très proche du tarif de la très belle montre. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va donner l'impression que le marché s'écroule ? C'est-à-dire que le jour où c'est trop monté, c'est arbitraire ce que je dis, mais où c'est trop monté, là, l'intérêt des collectionneurs va se porter, comme d'habitude, uniquement, parce qu'eux, ils ont toujours un intérêt pour ça, il y a toujours une demande et ils ont toujours les fonds de toute façon pour acheter ce genre de pièces. Va de toute façon se porter sur la même chose qu'il recherchait auparavant, c'est-à-dire la belle pièce, avec des cornes propres, un boîtier pas trop poli, un cadran immaculé, des aiguilles d'origine, tout ce qui va avec, et une belle lunette non rayée. Oui. Mais s'il ne reste plus sur le marché que ce genre de personnes, l'intérêt décroissant de la part de cette espèce de large public qui a misé sur un Eldorado, toutes les pièces qui sont pas super, c'est-à-dire que je noterais 6 sur 10 ou voire 7 sur 10, là il y a un désintérêt. Donc c'est ça qui donne l'impression que le marché est en train de tomber. Parce que vous allez voir sur une plateforme comme Chrono24, il y en a 50 à vendre, et il y a de tous les prix. Oui, ça c'est vrai que des fois on se noie. Se perdre. Voilà, et là on se noie, et là il y a plus la navigation est difficile, il y a plus de direction, on sait plus sur quoi aller, se poser, sur quoi aller, etc. Et là ça change complètement la donne du marché. Ça c'est pour le vintage. Le vintage, c'est assez facile de se rassurer sur le vintage. Il faut acheter une belle pièce. Alors, pas la pièce de super rare, etc. Non, pas la pièce d'exception. Ce que je veux dire, c'est une pièce de qualité et intègre. Ça, c'est très important. Il y a tous ces papiers qui est complètement d'origine. Quel est ces papiers ou pas de papier ? En fait, c'est pas le papier qui fait Personnellement, c'est pas le papier qui fait la montre.
D'ailleurs, si on revient sur le sujet de la contrefaçon dont on a parlé l'autre fois, Oui. un faux papier à faire, je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde là. Je pense aussi. Donc non, les papiers vierges, il y en a à vendre. Il y en a pas mal. Bah non, mais c'est pas. Non, ce qu'il faut, il faut une bonne expertise. Et je suis pas en train de prêcher ma paroisse, mais il faut une bonne expertise, que ce soit chez un marchand reconnu ou chez un expert ou auprès de la marque. Oui. Auprès de la marque, c'est quelque chose de possible. Hein, C'est vrai. c'est faisable. Et c'est vrai aussi, ces dernières années, est venu aussi l'effet réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y avait, mais je pense que ça existait moins avant, quand tu as commencé même au début, mais des années 2000, que les montres prix boutique se revendent 2 fois leur prix, ou plus cher pour certaines marques, bien sûr, pas toutes, même si c'est une infime partie, mais se revendent directement plus cher à la sortie de la boutique. Bon, bien sûr, tout est une question d'offre et de demande, forcément. Exactement. Mais ça n'existait pas avant, et ça témoigne bien, je pense, mais de l'engouement qu'il y a pour l'horlogerie depuis plus de 20 ans, qui est en constante augmentation. Ouais, j'irais même corriger ça par. Il y a un énorme engouement, non pas pour l'horlogerie, mais pour la plus-value. Oui. Ouais, parce qu'on est arrivé dans. C'est vrai qu'on est arrivé, oui. On est arrivé là-dedans là aujourd'hui. C'est triste. Non, pas du tout. C'est bien. Alors, non, c'est pas triste parce que d'un point de vue éducation pour les prochaines générations, ça amène un intérêt qui sera toujours là quand ils auront 30 ans, 35 ans, 40 ans. Tu sais par quoi j'ai commencé, moi, au niveau collection? Des Swatch. Ouais. J'adorais Swatch dans les années 80, et okay. C'était vraiment, mais c'était la montre, c'était ce qu'elle représentait, c'était la montre, c'était pas la marque. Mais c'était le côté fun, à l'horlogerie, ouais. Et quand Swatch a commencé à sortir des montres automatiques, j'étais fou, c'était transparent, les premières, c'est la classe, c'est génial. J'étais pas dans les Paul Newman ou ce genre de choses. Je vais dire après, sincèrement, quand j'avais 18 ans, 17, 18 ans, une Paul Newman ou une personne n'y pense, tu vois. Ou une Patek Philippe Nautilus, c'était pas connu, mais pour moi c'était une montre de médecin de campagne, quoi. C'était moche. C'était moche, c'est l'idée que j'en avais. Ouais. J'étais pas là-dedans. Et maintenant, mais un BMX, un skateboard et une Swatch, et j'étais aux anges. Et une Swatch. Ouais, mais cette génération aujourd'hui voit ça, ils voient la même chose que ce que je voyais à l'époque. Moi, je voyais mon oncle qui était très aisé, il avait des belles voitures, il avait le flipper à la maison, il avait effectivement la Rolex, etc. C'est resté là-dedans. Ouais. Mais c'est resté là-dedans. Et à un moment, je me suis dit, je veux une Rolex. Et après, c'est drôle. T'as vu. Ah oui, c'est déclencheur. Mais je veux une Rolex. Pourquoi je veux une Rolex d'un coup? Je n'ai pas d'amis qui ont des Rolex, etc. Non, il y a ce truc qui reste là. C'est vraiment une éducation. C'est des choses que l'on décide quand on est ado ou quand on est jeune et qu'on laisse dans un coin du mental, et puis à un moment ça ressort et bim, c'est parti. Et là ça commence, c'est le gros élément déclencheur. Oui. Et ça nous arrive tous à peu près, alors la belle montre de qualité, etc., ça nous arrive tous à peu près au même âge, hein. C'est à peu près vers 30 ans, oui. Toute la crise. C'est vrai que c'est drôle. On veut une belle montre. Ouais, tu vois, mais un peu comme toi. Pour moi, mais c'était pas des Swatch, mais c'est l'Apple Watch qui m'a donné envie de m'intéresser à l'horlogerie. Donc, mais c'est parti, tu vois, d'une montre. Pas le même âge non plus. Oui, aussi. Et puis bon, mais c'est pas la même époque non plus. Un peu dans cette même démarche, tu vois. Mais de se dire, une montre, c'est pratique. Et puis après, mais tu ouvres un peu plus ton spectre pour voir, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah ouais, et puis après, si je te redonne l'exemple de la Nautilus que je te donnais tout à l'heure, la montre du médecin de campagne. À un moment, je me suis retrouvé un peu honteux. J'en veux une. Mais non, mais c'est drôle. Oui, mais faut accepter le changement. Faut accepter le changement. Mais des fois, c'est après avoir insulté un produit pendant 10 ans, se dire. Finalement, c'est pas mal. C'est drôle. Mais tout le monde est comme ça. C'est pour ça que ce marché, il est parti comme ça aussi. Mais il y a de belles années en plus devant nous avec les indépendants, etc. Donc. Ouais, il y a des. Ça, c'est cool. Voilà, le marché se promène. Faut le laisser faire son chemin. Faut le laisser faire son chemin tranquillement. Mais ce qui est sûr, c'est que les belles pièces de marque, c'est-à-dire tout ce qui est Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Longines, ça a toujours du futur. Parce que c'est l'histoire de l'horlogerie qui est là. Et ce sont des morceaux d'histoire. Belles pièces pour beaucoup d'entre elles, quoi. Elles ont une histoire, elles ont un patrimoine, il y a toujours des choses à dire dessus. Et ce qui est important pour moi, pour maintenir ce marché en l'état et en expansion, c'est de prendre soin de ces montres. Oui.
mais même d'aimer ces montres, d'aimer les porter. Alors on va pas rentrer dans la polémique de se les faire voler dans la rue, etc. Si c'est juste les porter entre amis ou peu importe. Enfin, je veux dire, mais ça reste quand même une passion. J'ai vu pas mal d'investisseurs arriver en disant j'y touche pas, je vais les coffrer, les montres ça m'intéresse pas. Triste. Ouais, c'est triste d'une certaine manière, mais ça guerre. fait partie de l'économie. Voilà. Ça fait partie, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'économie. Mais comme je disais, moi j'en ai vu plusieurs. Non, je porte pas ça. Moi, je vais coffrer les montres, ça m'intéresse pas. J'ai mon Apple Watch. Et puis m'avouer à l'achat d'une deuxième ou de l'expertise d'une deuxième auprès d'un professionnel, me dire, je la porte à la maison de temps en temps. J'aime bien. Hein, franchement, j'aime bien. C'est drôle parce que le mec est en train de devenir passionné en fait. Donc à un moment, il va passer le. Ça c'est bien. Ah oui, mais c'est chouette. C'est magique, les montres, c'est magique. Pour avoir baigné dedans pendant toutes ces années, je sais que c'est magique, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a en commun entre humains dans les conversations, dans le côté passion, etc. Et quelque chose qu'on peut partager. Ça marche, ce genre de choses. C'est très intéressant, même pour les relations humaines. Oui. Merci à toi, Fabrice, mais c'était cool. Merci à toi, Clément. Ouais, je mets le lien de ton livre dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis si vous avez des questions, dites-le nous dans les commentaires, ça fera sûrement l'objet d'une 3e vidéo ou d'une 4e, peu importe. À plus.